Je me présente souvent comme une parvenue à la fiction, mais j'ai beaucoup lu, j'ai dévoré beaucoup de romans. Et peut-être que les romans aussi m'ont beaucoup dévoré. Ça a été un échange. Je crois qu'il y a l'auteur qui a été pour moi un déclic, c'est certainement Marie Chauvel. Je crois que pour moi, après avoir lu Amour, colère, folie, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose, une voix. J'avais quelques petites des ébauches de texte. Et je crois que ça m'a libérée. Et là, je me suis dit, je me jette à l'eau. Mais il y a beaucoup de textes qui m'ont nourri. Je crois que j'ai beaucoup aimé aussi un auteur comme Camus, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai aimé les auteurs du 19e siècle parce que cette capacité qu'ils avaient de construire des univers, pour moi, c'était extraordinaire. Quand je regarde Balzac, la comédie humaine, Splendeur et misère des courtisanes, je lis le Père Goriot. Je trouvais que cette capacité de créer un univers, même quand après des gens comme Balzac ou Flaubert vont faire autre chose, mais c'est quand même des monstres de créateurs. Et du côté d'Haïti, évidemment les deux Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis. Ça aussi. Je crois que tout écrivain est adossé, enfin nous qui sommes des gens du livre, parce qu'il y a des écrivains de l'oralité, on est vraiment adossé à des morts, mais qui nous parlent. Donc on est un petit peu, nous les auteurs des morts vivants, parce qu'il y a ces voix d'outre-tombe qui nous continuent de nous parler. Et puis plus récemment, j'ai lu beaucoup d'écrivains femmes, d'auteurs Marguerite Duras, pour moi c'est une grande, très grande. Jamaica Kincaid, j'aime beaucoup, j'aime la force du Jamaica Kincaid. Anne Hébert. Et je crois que ces femmes-là, elles m'ont énormément inspirée. Parce que je pense que les femmes ne changent pas la littérature, ne peuvent pas changer les règles de la littérature. Mais je crois que les femmes apportent leur vécu. Et leur vécu, leur situation, quand vraiment ils mettent le tout d'elles-mêmes, je crois que ça apporte quelque chose de différent. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se vivre en Haïti, c'est que je crois qu'il y a les voix de femmes qui donnent une autre perspective des choses. Je prends Evelyne Trouillot, Kathleen Mars, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train... il y a un chemin qui est en train de se tracer là. Et c'est intéressant, à mon avis. Quelqu'un comme... Et là, je crois que je peux parler un peu de mon pessimisme. Je suis peut-être... Il y a des auteurs de jour, il y a des auteurs de nuit. Moi, je me considère comme un auteur de nuit. Je suis plus lunaire que solaire. Il y a des gens comme Dany Laferrière ou des pestres qui sont des soleils éclatants. Je suis plus côté lune. Et en ce sens, j'aime beaucoup Russell Banks. Il y a une phrase de Russell Banks, dès que je l'ai lu, je me suis dit ça, dans La dérive des continents, je ne sais pas si tu... Continental Drift, où il parle de cette rencontre des continents qui fait des chocs et de cette espèce d'entropie dans laquelle le monde est lancé. Et il dit que des gens puissent continuer à vivre et chercher à être heureux, il trouve que c'est de l'héroïsme. Il y a toujours chez moi, même quand je vais dans des sujets les plus de grande banalité, il y a toujours en arrière-fond cette grande interrogation sur le monde tel qu'il va. Que ce soit sur le plan peut-être du projet politique dans lequel nous sommes lancés au niveau mondial, que ce soit au niveau simplement de cette capacité que nous avons à détruire ce monde. Je pense à un auteur américain qui a écrit Le troisième chimpanzé, où il montre que Diamond, où il montre que les civilisations sont mortes comme ça, par justement la capacité que certains avaient de détruire d'autres. Il se pose la grande question, c'est un scientifique, lui, donc science dure. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, entrés dans cette espèce d'époque de dévoration de notre propre univers? Donc,
Mais je suis une pessimiste active. Donc je suis toujours parallèlement à ce pessimisme que l'on retrouve dans mes textes, de mes grandes interrogations. Je suis active. C'est-à-dire que sur le terrain aussi, j'aime beaucoup l'action. Parce que je pense que l'action tempère ce pessimisme, l'empêche d'envahir. Et puis je me dis qu'on peut quand même arriver à transformer les choses par l'action des hommes et des femmes. Et beaucoup de mon inspiration, je le trouve en côtoyant des gens très différents. Parce que à travers justement ce que je peux faire moi sur le terrain, je bouge beaucoup, je vais beaucoup dans des villes de province, dans des quartiers différents, et ça me nourrit énormément. Donc mon inspiration vient des lectures à la fois littéraires, et récemment j'ai lu par exemple Antigone de Sophocle, j'ai relu ça, et je me suis mis à aimer ce que Barthes appelle la maigreur essentielle de la tragédie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort quand on serre un texte et qu'on ne... Peut-être que je ne sais pas le faire non plus, je ne sais pas diluer dans de longues phrases. J'aime bien serrer les choses. Et ça m'a beaucoup plu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça allait avec mon tempérament. C'est le livre que j'écris qui ne dépasse pas 200 pages, 250 pages, et où j'essaie de dire l'essentiel. Donc voilà, il y a à la fois mes lectures, il y a aussi mes réflexions. J'aime beaucoup les livres qui parlent comme Damon, comme que je suis en train de lire, comme d'autres réflexions, comme Rosan Vallon sur la démocratie. Qu'est-ce que c'est maintenant la démocratie représentative? Et en même temps, je lis aussi bien Laurent Godet que Zadie Smith, que je suis en train de lire maintenant. Voilà. Donc, je suis nourrie à la fois par les livres, mais beaucoup par la vie des gens. Je suis toujours à l'écoute de ce que les gens disent, extrêmement sensible à ce que je vois, ce que j'écoute. Et tout ça nourrit en fait. Ma ville, mon quartier. D'abord, je pourrais parler de ma maison. Libération m'a demandé au mois de décembre de faire ma semaine. Parce qu'il demande à certains écrivains d'écrire leur semaine. Et tout de suite, il y a une idée qui m'est venue en tête. De ma chambre, j'ai appelé ça « Ma chambre est le centre du monde ». Pourquoi? Parce que de ma chambre, le côté droit de ma chambre ouvre sur un quart-monde. De l'autre côté, il y a un bidonville. Et là, tous les jours, je regarde comment les gens vivent de ce côté de ma chambre. Et pour moi, ça tient du miracle. Parce qu'il y a des gens qui vivent là, qui s'habillent, qui envoient leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup de chômeurs. Mais tout ce monde, et ce monde-là mange, rit, danse, pleure. Et j'entends beaucoup des cérémonies funéraires. Parce que je me dis, là, il y a des gens qui meurent plus souvent qu'ailleurs. Donc, je suis nourrie par ça tous les jours. Et le côté droit de ma chambre, comme tu vois, puisque tu es dans mon jardin, s'ouvre sur quelque chose qui veut ressembler à l'Occident. Tu as des immeubles avec antennes paraboliques, voitures 4 roues motrices. Et moi, je suis au milieu de tout ça. Et j'ai ma télévision dans ma chambre. Maintenant, qui me renvoie des images de partout. Curieusement, en Haïti, on a des chaînes, la télévision mexicaine, le Canada, on a 3 chaînes canadiennes, on a des chaînes américaines, des chaînes françaises, des chaînes antillaises, et le monde m'arrive aussi. Donc mon dehors, c'est ça. Et je suis nourrie tous les jours de ça. Ça, c'est ma première nourriture, et puis j'ai mes livres à côté de mon lit, donc je suis nourrie de ça. Donc tu sais que je n'ai pas très faim, là, tu vois, j'ai beaucoup de nourriture. Et vraiment, ça, je pense que tous les jours, pour moi, c'est presque un rituel. Je regarde à droite, qu'est-ce qui se passe du côté du quart-monde. Et quand je sors de ma voiture, je suis déjà dans quelque chose qui veut ressembler à l'Occident. Ça, c'est la place Boyer. Et par mon travail, je vais dans d'autres quartiers. Et je quitte même Port-au-Prince, puisque je vais... là, j'ai eu un projet sur Seguin, je n'ai pas pu y aller. Mais, par exemple, début février, je vais aller à Fondoin. C'est sur la route de Jacmel. Et là, je vais passer quelques jours avec des jeunes. Et là, je vais voir un autre monde, qui est le monde rural. Et notre intention, c'est justement, avec ces jeunes, de filmer le réveil d'un paysan. Qu'est-ce qu'il fait pendant la journée?
Parce que dans ce projet, on essaie de voir le développement durable, qu'est-ce que c'est, l'agriculture qui devrait pouvoir nous... Que faire? Donc, je crois que si je devais me confiner simplement dans mon quartier, je crois que je finirais par m'ennuyer mortellement. Donc, j'essaie le plus possible de sortir de mon quartier. Et quand j'ai l'occasion aussi de voyager, je vois le monde. Il ne faut pas croire que je sois fermée sur le monde non plus. J'aime beaucoup me promener, parce que c'est un privilège qu'on a de moins en moins. Enfin, un privilège, oui. Il y a les privilégiés qui circulent en voiture en Haïti, mais marcher, ça c'est un plaisir extraordinaire qu'on ne peut plus faire de manière innocente en Haïti, puisqu'on peut se faire même kidnapper. Donc j'aime marcher dans les grandes villes, New York, Paris. Quand j'ai l'occasion d'être invitée et que je vais là-bas, oui. Ça aussi, ça me nourrit, parce que je vois autre chose. Et souvent dans ces lieux, je me dis, est-ce qu'ils ont conscience des privilèges dont ils jouissent? Quand je marche dans les rues comme ça, que je rencontre des gens, même des amis, je me dis toujours, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Parce que il y a tellement d'autres mondes en dehors de ces mondes-là que et je ne crois pas. Parce que même dans leur propre monde en Occident, dans les villes privilégiées, à côté, il y a des choses qui sont, bon, je ne dirais pas le quart monde quand même, mais il y a... Voilà. J'ai deux souvenirs. Souvenir d'école, oui. L'école était peut-être à 3 ou 4 maisons. On n'avait qu'à faire le tour du pâté de maison et j'allais à l'école. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai reçu beaucoup de coups de règles sur les doigts pour pouvoir bien tracer les lettres. Et souvent on me dit que j'ai une belle écriture. J'ai dit je n'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai reçu beaucoup de coups sur les doigts pour pouvoir bien les former. Et mon premier souvenir littéraire, oui, je me souviens de les premières petites histoires que j'ai lues dans un livre, et ça s'appelait Yaya, Tiboro et Banda. Je me souviens très bien de l'histoire de Yaya qui allait au marché. Ça, un souvenir extrêmement précis. La deuxième chose, je peux dire, c'est la naissance à la littérature. C'est un souvenir de la chambre de ma mère. Mon père était parti, j'ai connu mon père, j'avais 5 ans. Et on avait caché quelqu'un qui était recherché par le gouvernement d'alors dans la chambre. Je dormais avec ma mère puisque mon père n'était pas là. Et du jour au lendemain, on m'a interdit de dormir dans cette chambre. Alors je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comme si l'équilibre de la maison est complètement changé. On me disait, mais non, 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 on fait des réparations. Mais moi, j'étais toujours très curieuse depuis mon enfance. Ma mère allait travailler et pendant la journée, j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère aller vers la chambre et taper 3 fois sur la porte. Et la porte s'est ouverte. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, c'était magique qu'une porte puisse s'ouvrir comme ça en plein jour. Alors j'ai attendu un moment où c'était la sieste vers 3-4 heures de l'après-midi. Et sur la pointe des pieds, je frappe. La porte s'ouvre évidemment, puisque les 3 coups devaient être le signal. Et je vois, pour moi c'était une créature sortie d'un autre monde. Puisque ça faisait 15 ou je sais pas, peut-être, ou 3 semaines qu'elle était là. Il avait une barbe, à l'époque il n'y avait pas encore les Rastafari, donc je vois une barbe. Et je hurle dans toute la maison, mais il y a un monstre dans la maison, enfin, etc. On me dit, mais non, mais quelle idée, c'est de l'imagination, etc. Il n'y a personne, etc. Et on a dû faire partir ce pauvre type qui était dans la clandestinité. Parce que je hurlais et on avait peur que les voisins demandent, mais qu'est-ce qu'elle a, Yannick, etc. Et c'est un souvenir que j'ai oublié pendant 25 ans. Et un jour, et c'est arrivé juste au moment où moi je voulais écrire, et je demande à ma mère, je dis, mais c'est drôle, il y a une image qui revient. Et elle se met à rire, et je lui dis, mais quoi? Et elle me raconte l'histoire. Et ça a été une des premières nouvelles que j'ai écrites dans Tante Tréisa et les dieux, qui s'appelle La Chambre bleue. Et c'est comme ça dont je suis née à la littérature, à partir de cette petite chambre bleue, où je faisais mes premières lectures, et où j'ai trouvé le sujet pour un de mes premiers textes. Donc cette maison m'est très chère. C'est un espace qui est pour moi un espace des origines.
et un espace imaginaire. La maison a complètement changé, mais elle est restée dans ma tête. Peut-être que je la revisiterai dans un prochain texte, je ne sais pas. Elle est restée très vivante dans ma tête. Et c'est vraiment un de mes premiers souvenirs. Et là, peut-être que j'ai fait ce premier lien entre l'imaginaire, l'écriture, l'invention. Parce que peut-être que pendant ces 25 ans, il y a tout un monde imaginaire qui s'est créé autour de... Et je voyais de temps en temps cette image d'un homme assis dans cette chambre avec la barbe. Je me disais, c'est pas possible. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Voilà. Et je pense que cette maison m'a offert ça, cette première inspiration. Et j'en suis très contente. Voilà. Je fais partie des écrivains, je pense, qu'il n'y a peut-être qu'une seule histoire. Et puis que toutes ces histoires reviennent à cette même histoire. Je me rends compte que c'est comme si j'avais, pour le moment, comme les animaux qui définissent leur territoire, c'est comme si à travers mes premiers recueils de nouvelles, j'avais défini mon territoire. Je revisite à l'intérieur de ce territoire. Parce qu'il y a des choses qui sont des récurrences par rapport à la petite corruption, par rapport à la folie était venue avec la pluie. Je suis restée un long moment sans écrire. Et je crois que mon expérience aussi de militance dans la société civile, parce que je me suis beaucoup engagée, m'a permis de côtoyer un certain nombre de souffrances qu'il y a dans cette ville. Et aussi de capacités qu'ont les gens d'avoir une force de vie, mais époustouflante. Et ce sont ces deux choses que j'ai essayé de mettre à l'intérieur de ce texte qui s'appelle La couleur de l'aube. En même temps, il se posait pour moi un défi littéraire parce que je me sens très à l'aise dans la nouvelle. J'ai fait un premier roman et je voulais que dans ce deuxième roman, je puisse me construire aussi en tant qu'écrivain dans ce deuxième roman. Et j'ai énormément travaillé la composition. En m'inspirant souvent des romanciers américains que j'admire beaucoup pour ça. Parce que la littérature américaine a grandi avec le cinéma. Et je crois qu'ils ont cette capacité de raconter que j'aime beaucoup. De manière, ils sont plus autodidactes, moins élitistes que la tradition européenne. Et ça fait des livres très bien construits et tout de suite transférables au cinéma. Donc j'ai travaillé la composition sur une journée. Je voulais aussi que ce soit des voix à la première personne, des monologues. Et j'ai entrecroisé ces deux sœurs. C'est des monologues entrecroisés sur une journée. Pour ce qui est de la langue elle-même, je me suis rendu compte que, bien que j'ai fait des études, une partie de mes études en France, etc., le français me restait une langue étrangère. Et je crois que c'est une chance parce que ça m'a permis d'établir une certaine distance. En même temps, le créole, ce n'est pas la langue dans laquelle j'ai appris à écrire. Donc j'avais aussi cette double distance. Et je me dis que la seule façon pour moi de résoudre ce porte-à-faux, c'était de créer par le rythme, un rythme qui m'était propre, qui renvoyait à ma propre respiration, ma propre voix. Et je crois que c'est un peu ce qui a peut-être touché les lecteurs. C'est que c'est une voix et un rythme que je sens qui sont vraiment miens maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir sur mes lauriers, j'espère bien que non. Mais je crois que c'est un peu ça, que j'ai franchi vraiment un cap avec ce texte-là. Et en l'écrivant, je me disais, il faut que tu ailles plus qu'au bout. Je dis, si tu ne risques pas, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas progresser. Je crois que pour moi, à l'idée d'aller plus loin, il faut se mettre en danger. Et je crois que je me suis mise en danger dans ce texte. C'est peut-être après avoir écrit ce roman que je me suis rendu compte que la nouvelle, que j'aime beaucoup, m'a permis de marquer mes territoires. Et là, peut-être que je suis dans... C'est comme pour les cycles, je suis dans une phase du cycle. Dans une phase. Peut-être que si je change de voie, parce qu'il ne faudrait pas que je m'installe, comme je te dis, ce serait de la paresse, peut-être que je vais m'essayer à autre chose en écrivant des nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je marquerai un nouveau territoire où je voudrais explorer peut-être une autre forme d'écriture. Mais pour l'instant, la nouvelle, c'est comme quelque chose c'est comme un ballon d'essai. On essaie de voir, on se fait la main.
Et je sais que La Petite Corruption, c'est un texte qui avait aussi touché pas mal de gens. Je savais que là, il y avait quelque chose que j'avais à dire qui pouvait rencontrer la sensibilité, les interrogations d'autres personnes. La folie était venue avec la pluie, idem. Et là, ce texte, il fallait en fait que je sorte cette expérience très, très, très forte que j'ai eue. Tu sais, j'ai eu à accompagner des gens dans des situations de détresse pendant les années 2002-2003. Et je me dis, même pour ces personnes-là, qui n'ont pas la possibilité de parler, il fallait que je dise quelque chose qui soit là, pas à la hauteur, ça ne sera jamais à la hauteur de leur souffrance, mais qui disent qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Le fait d'avoir été témoin, d'avoir peut-être aidé, je crois que ça m'a beaucoup marqué. Je crois qu'il fallait que je sorte ça pour témoigner, pour dire. Alors les gens me disent c'est très dur. Je dis mais le pays est très dur. Haïti est tout sauf une carte postale. Et je ne sais pas, même si je devais écrire une histoire d'amour, je crois qu'il y aura toujours autre chose dont je vais parler. Si je ne me vois pas décrivant simplement les oiseaux qui passent ou la mer. Il y a tellement de choses à dire sur Haïti. Là, je suis en train d'écrire un texte, et là, ça va passer dans un village de pêcheurs. Et là, je vais aller sur place aussi. J'ai des amis qui travaillent avec des pêcheurs, justement, des communautés qui les aident un peu. Je vais aller sur place pour voir. Et tu sais, c'est venu souvent, chez moi, c'est comme ça, d'images. Je me souviens d'une première image d'un village de pêcheurs, c'était dans la zone entre Gonaïves et Anse-Rouge. C'est une image qui ne m'a jamais quittée parce que je me disais, je regardais ce village, je me disais, mais c'est pas possible de quoi les gens vivent. Il y avait un tel dénuement. Je me dis, waouh, les gens vivent là. Je me dis, comment ils font? Et la deuxième image que j'ai eue, c'est aux îles Caïmites, juste en face de Pestel. Là encore, ça m'avait énormément frappé. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Bain de lune, qui est un peu juste une ébauche de ce que j'avais ressenti, de ce que mon imagination aussi m'inspirait. Et là, j'ai décidé de faire un roman sur ce village. Et de placer ça un peu, toujours dans cette volonté de faire quelque chose, de placer dans un espace qui soit presque un espace de tragédie. J'aime beaucoup cette allure des choses. Et là, ça sera vraiment un roman, j'appelle ça une histoire des commencements. Quand le ciel et la terre étaient encore confondus dans une même humeur. Donc, ça mettra déjà l'ambiance de ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y aura le mystère, il y aura ce village, il y aura la mer, le soleil, le vent, le sel. Voilà. Et les dieux, forcément là. Voilà. Et ce passage, je crois que la nouvelle, c'est une esthétique du temps court. Il faut bien travailler la montée jusqu'à l'apogée, comme on appelle ça, et puis bien travailler sa chute. Alors que le roman, c'est le temps long. C'est le temps long, il faut travailler, il faut trouver sa cohérence, il faut vraiment que tout tienne comme l'architecture d'une maison. La nouvelle, c'est comme décorer une seule pièce d'une maison. Il y a une petite cohérence que tu peux trouver. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui me disent mais comment ils n'arrivent pas à écrire une nouvelle, ça leur semble compliqué. Moi j'aime bien la nouvelle. Maintenant je m'essaie au roman et je me fais la main avec cette architecture plus grande, cette esthétique d'un temps plus long. Là je commence à me sentir à l'aise là-dedans. Non, je ne me sens pas une insulaire, voilà. Parce que pour moi, Haïti est un centre du monde. Parce que donc je ne me suis jamais sentie... Parce que l'histoire d'Haïti elle-même a toujours été tellement une interrogation au monde que je ne me suis jamais sentie insulaire ou séparée dans une périphérie. Je suis adossée à un patrimoine, à une histoire de la littérature. Je suis adossée à un arrière-pays linguistique très fort. Donc je ne me sens pas insulaire de ce point de vue-là. L'histoire d'Haïti, je crois, a obligé
On a tout connu. On a connu l'embargo, on a connu la première dette, on a connu l'isolement, on a connu les premières déconvenues des rapports Nord-Sud, les premières déconvenues des rapports Sud-Sud. Enfin, on a tout connu. Donc, c'est-à-dire qu'on a une longueur d'avance sur un petit peu ce qui se passe. Et en ce sens, on est là, à la limite, pour montrer à la modernité, au projet de la modernité, ses limites et ses contradictions. Donc, je ne peux pas être un insulaire dans une périphérie, je suis un centre. Même quand, c'est pas de la présomption, hein, mais même quand je sais que Haïti aussi a sa part de responsabilité dans ce qu'elle est, les Haïtiens. Mais je pense qu'il ne faut pas nous séparer ça non plus de ce à quoi nous avons été appelés à faire aussi. Voilà. Donc, non, quand je regarde Haïti, je sais que je suis comme ça et je sais que j'ai inauguré les rapports Nord-Sud. Haïti a inauguré ça. Haïti a inauguré les rapports Sud-Sud. Donc je ne peux pas être une périphérie, une île, non. Je suis un centre dans ce point de vue-là.